Pour découvrir ce qui demain sera peut-être une révolution, il faut aller au nord de l'Europe. C'est à l'intérieur des terres, au fin fond de la campagne irlandaise, que nous avons rendez-vous. Derrière ces grilles, derrière ces murs, un homme pense avoir trouvé une solution à l'un des plus grands défis écologiques aujourd'hui. Une solution qui pourrait bouleverser notre vie à tous. Venez avec moi, vous allez voir. Tout se passe par ici. Michael Murray est le propriétaire des lieux. Une usine de 4000 mètres carrés qui a priori ressemble à n'importe quel site industriel. Mais à y regarder de plus près, nous sommes bien dans un lieu à part. Donc là-dedans, c'est votre mine d'or alors? Ouais, exactement. Une vraie mine d'or. Vous allez voir ce que c'est. Derrière ces immenses bâches, voici la matière si précieuse de Michael Murray. Du plastique, mais pas n'importe lequel. Il est vieux, il est sale, il est puant. Bref, une marchandise bonne pour les poubelles. Qu'est-ce qu'il y a ici? Bah regardez, ça c'est un vieux paquet de chips. Là, c'est un vieux sachet de bacon. Bacon. Et tout ça, ça vient des poubelles des habitants. Ouais, exactement, c'est ça. Regardez. Ah oui, il y a des sacs de supermarché. Ouais, c'est ça, c'est un sac de supermarché. Et ça, c'est un vieil emballage de viande. Des vieux emballages plastiques qui, d'ordinaire, sont une véritable plaie pour l'environnement, car on ne peut rien en faire. Vous, ce qui vous intéresse, en fait, ce sont les plastiques non recyclables, hein? Exactement. Michael Murray a ainsi décidé de récupérer tous ces plastiques, car il a un moyen de les rendre très utiles. 20 tonnes de ces déchets ménagers passent chaque jour par ces machines pour subir une incroyable transformation. Ils sont d'abord broyés en petites lamelles. Ils passent ensuite par ces tuyaux pour être chauffés au maximum. Un processus extrêmement sensible qui est surveillé en permanence sur ordinateur. Là, vous voyez, le plastique est chauffé dans cette cuve à 400 degrés. L'idée, c'est que ce plastique devienne un gaz. Et en fin de parcours, à l'intérieur de cette colonne, ce gaz va encore se transformer une dernière fois. À l'arrivée, voilà ce qui en sort. Un liquide brun, un liquide dont les vertus sont pour le moins inattendues, car les vieux déchets de plastique sont maintenant devenus un produit indispensable pour notre vie quotidienne. Donc ça, ce sont nos anciens pots de yaourt en quelque sorte. Exactement. Et ça va directement dans votre voiture. Qu'est-ce que c'est? Du diesel. Vous avez bien entendu, du carburant à base de plastique pour votre voiture. Comment est-ce possible? Bien à la base, le plastique s'est fait avec du pétrole. Le plastique, en quelque sorte, au départ, c'est du pétrole. Donc, on a trouvé le moyen de remettre le plastique dans son état d'origine, de le retransformer en pétrole. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Le diesel qui sort de cette usine est consommable sur le champ. Pas besoin de changer son réservoir. Avec du plastique, notre voiture marche tout aussi bien. Well, thanks. Roulerons-nous tous un jour grâce à nos vieux plastiques? La question peut prêter à sourire. Et pourtant, l'enjeu du recyclage de nos produits est aujourd'hui crucial. Car notre consommation d'un bout à l'autre de la planète fonctionne de plus en plus selon un même principe. Acheter, puis jeter. Un style de vie dont on ne mesure pas toujours les conséquences sur l'environnement. Et pourtant, elles sont immenses. C'est le rythme de notre siècle,
celui de notre planète tout entière. C'est notre rythme quotidien. Produire, acheter, jeter. Nous sommes entrés dans l'ère de l'hyperconsommation. New York, Bombay, Londres, Tokyo ou Paris, nous avons tous les mêmes envies à satisfaire. Toujours plus de vêtements, toujours plus de téléphones portables, de jouets ou d'écrans plats. Une consommation signe de progrès et d'innovation, mais une consommation de masse qui bouleverse de plus en plus notre environnement. Thanks for getting us here. Aujourd'hui, on consomme n'importe comment. On achète et puis on jette. Ce n'est plus possible. Voilà le point de départ de cette enquête à travers le monde. Bonjour. Nous avons voulu comprendre quel impact notre consommation chez nous peut avoir à l'autre bout du globe. Avant, il y avait de l'eau ici alors? Quand j'étais petite, il y avait de l'eau partout. Maintenant, il n'y a plus rien. Nous avons cherché à savoir pourquoi puiser sans relâche dans les ressources de notre planète peut perturber la vie de populations tout entières. Ça, c'est de la cassitérite. Et tout le monde se bat pour en avoir. Face à ces défis, nous avons rencontré ceux qui cherchent des alternatives au jour le jour pour consommer autrement. Si j'ai le choix entre plusieurs produits, je prends toujours celui avec un plus pour l'environnement. C'est ma façon de faire un geste pour la planète. Un voyage qui nous a conduits là où s'inventent les nouvelles solutions et les produits écologiques de demain. Et voilà le prototype du jean en ortie. Il n'y a aucune différence au toucher. Ça ressemble à un jean normal, sauf que là, il y a de l'ortie dedans. Du Congo à l'Italie, de la France jusqu'au fin fond de la Chine. Nous sommes partis en enquête pour répondre à une question qui nous concerne tous. Comment continuer à consommer tout ce que nous voulons sans pour autant piller la planète? Notre film commence au cœur de Paris, sur les Champs-Élysées. Une avenue où beaucoup aiment faire du shopping. C'est le cas par exemple d'Ambre et d'Agnès. Là-bas? Ouais. Plusieurs fois par mois, mère et fille s'offrent une virée dans les temples de la fringue pas chère. Au programme, des achats de vêtements, juste pour le plaisir. Il y a toujours cette envie de nouveau, de changer. Il n'y a pas vraiment de besoin, mais l'envie, c'est plus ça. Pour assouvir ses envies, le magasin lui offre un choix pléthorique. Les vêtements s'amassent, s'empilent, débordent. De toutes les formes et de toutes les couleurs. Le tout à des prix très attractifs. Ici, tout est pensé pour pousser à la consommation. Moi, en tout cas, je me lâche en disant c'est pas grave, ça dure juste la saison, et puis hop, j'en change, et voilà. Et comme de toute façon, le piège, c'est que tu viens toutes les semaines, et toutes les semaines, il y a des nouveaux articles. De toute façon, c'est horrible, quoi. Des collections qui changent de plus en plus souvent et qui privilégient toujours la même matière, le coton. 80% des habits vendus dans nos magasins sont fabriqués avec du coton. Il suffit de regarder les étiquettes. Il domine tous les rayons. On le retrouve partout. Aujourd'hui, un vêtement sur deux vendu dans le monde est en coton. Une suprématie qui est loin d'être anodine. Ce que nous allons découvrir, c'est que pour satisfaire notre consommation de vêtements en coton, notre environnement est bouleversé. Pour le comprendre, nous partons chez le plus gros producteur de coton au monde. À des milliers de kilomètres de la France, en Chine, au nord-ouest du pays,
dans une province située entre la Mongolie et le Kazakhstan, le Xinjiang. Le Xinjiang, c'est la région la plus reculée du pays. Ici, nous sommes sur l'ancienne route de la soie. Loin des gratte-ciel de la Chine moderne, le Xinjiang est une province rurale, peuplée de 20 millions d'habitants. Une mosaïque ethnique, composée de peuples venus d'Asie centrale, d'anciens nomades, bergers et pêcheurs occasionnels. Mais ce qui frappe surtout lorsque l'on s'enfonce dans la campagne, ce sont ces tracteurs surchargés. Ils transportent des dizaines de sacs de coton. Tous se dirigent vers des usines en bord de route, comme celle-ci. Chaque jour, ils viennent décharger l'or blanc de toute une région. À lui seul, le Xinjiang produit 40% du coton chinois. Entre les routes et les dunes, les champs se succèdent sur des dizaines de kilomètres. Des milliers d'hectares d'une petite fleur fragile qui fait travailler toute une province. Pour nous en rendre compte, notre enquête nous mène dans l'une des centaines d'exploitations de la région. 150 hectares, une ferme de taille moyenne ici, qui ne paye pas de mine. C'est un ancien bâtiment d'État aux murs décrépits que le gouvernement chinois a privatisé il y a une dizaine d'années. Et celui qui a repris l'affaire... Bonjour, merci de nous recevoir. Bonjour. C'est votre ferme ici? C'est Guan Hui. Ouais, vous êtes chez moi ici. Un ex-ouvrier agricole. C'est ici qu'il y a tous les ouvriers? Tu vois les portes là-bas? C'est là qu'ils habitent le soir. Ah d'accord, et il y a combien de personnes qui dorment ici? Cette année, j'en ai 120 ouvriers. Et là, en ce moment, ils sont au champ, là? Ouais, ils sont en train de ramasser. Guan Hui n'a que 3 mois pour faire ramasser tout son coton. Alors il faut aller vite, avant l'arrivée des grands froids. Pour faire cette récolte dans les temps, une armada de travailleurs saisonniers est à pied d'œuvre. Tous sont ici pour cueillir la fleur qui est à l'origine de nos vêtements. Parmi eux, Aïdelou, il a 31 ans. Aïdelou vient du Sichuan, une province très pauvre, à des milliers de kilomètres d'ici, au centre du pays. Au moment de notre rencontre, cela fait déjà 5 heures qu'il récolte la fleur de coton dans son sac de toile. Une récolte qui se fait à la main, un travail qui demande une dextérité particulière pour transformer ses doigts en de véritables machines. Au début, je le ramassais comme ça, juste en tirant. Mais j'y arrivais pas car ma main n'était pas encore habile. Et maintenant, à force de le faire, j'arrive à ramasser le coton en un seul geste. Ça demande une certaine pratique, tu sais. Tout en même temps? C'est très difficile. Mais non, regarde. Il faut ouvrir la fleur avant de tirer, comme ça. Voilà donc au départ à quoi ressemble le coton de nos vêtements. Des plants de moins d'1 mètre de haut, sur lesquels se développent plusieurs capsules. Lorsqu'elles s'ouvrent, elles laissent s'échapper de petites touffes blanches. Quelques grammes à peine à chaque fois. Toute la journée, Aïdelou et les autres ramasseurs se plient en deux pour récolter la précieuse matière première de nos vêtements. Et ce n'est qu'à la nuit tombée que tous les ouvriers sont de retour à la ferme. Il est 22 heures.
Épuisé, Aïdelou et les autres acheminent leur sac jusqu'à la pesée. Aujourd'hui, il accueille 80 kilos. Et c'est bien ça ou pas? C'est une bonne journée ou pas? Ouais, ça va. Oh, je suis pas totalement satisfait car on voudrait toujours cueillir le plus possible, mais 80 kilos, c'est bien. Soit un salaire de 11 € pour 12 heures de travail. C'est en moyenne ce que ces ouvriers gagnent en une journée. Grâce à ces ramasseurs, cette province est ainsi devenue la première région productrice de coton au monde. Partout dans le Xinjiang, l'activité tourne autour du coton. On le cultive, on le transforme. Le coton brut est traité sur place pour obtenir la fibre qui se retrouvera dans la plupart de nos vêtements. Cette année, plus de 3 millions de tonnes ont été produites. Cette région assure à elle seule 15% de la production mondiale. Et pourtant, cette culture omniprésente qui paraît naturelle est en fait le fruit de la volonté d'un seul homme, une histoire qui a commencé il y a 50 ans. Nous sommes dans les années 60. À l'époque, Mao, le leader de la Chine communiste, décide de développer l'industrie du coton. Pour cela, il a besoin de main-d'œuvre et surtout de vastes espaces. Le parti envoie alors des milliers de Chinois de l'Est coloniser le Nord-Ouest. Le Xinjiang est une terre idéale selon Pékin. La région est immense, ensoleillée et surtout très peu peuplée. Mais le Xinjiang est une terre aride, une zone désertique que rien ne prédestine au départ à la culture du coton. Or, le problème, c'est que le coton est l'une des plantes les plus gourmandes en eau. Pour produire 1 kg de coton, il faut 11 000 litres d'eau en moyenne. Une quantité considérable qui représente la consommation d'un Français pendant 3 mois. Les nouveaux arrivants se lancent alors dans des travaux titanesques. Ils creusent des canaux, bâtissent des réservoirs et des systèmes de vannes pour irriguer les champs. Ils décident en fait de pomper dans la seule ressource en eau de la région, le fleuve Tarim. 50 ans plus tard, le paysage est quadrillé par ces canaux qui s'étendent sur des centaines de kilomètres. Des canaux que l'on utilise aujourd'hui encore pour irriguer tous les champs, comme ceux de Guanhui. Le patron de cette exploitation a vu le paysage se modifier pour permettre la culture intensive du coton. Pour nous, ça nous paraît presque fou de pouvoir faire pousser une plante comme le coton sur une terre qui est aussi sèche que celle-là, quoi. Ça paraît impossible. Oui, c'est vrai. Mais on utilise de la neige fondue. Et surtout, l'eau de la rivière qui vient par les canaux. Pour acheminer de l'eau jusque dans ses champs, il a installé un système de tuyaux qui court le long des allées. L'eau vient de la rivière voisine et irrigue en permanence chaque plant. Un système de pompage qui épuise les cours d'eau à certaines périodes de l'année. Et il y en a encore de l'eau dans la rivière, là? Ah non, il n'y en a plus en ce moment. Il va falloir attendre. Il n'y en aura qu'en hiver. Guanhui est loin d'être le seul. Tous les fermiers de la région ont fait comme lui. Une agriculture intensive qui a pompé pendant des années les ressources en eau. Résultat, un peu partout, on croise ces lits de rivières asséchés où l'on devine la hauteur des eaux passées. Car en 50 ans, le bassin du Tarim s'est profondément transformé. Après des années de surexploitation, le fleuve s'est réduit. À l'est, le bras qui alimentait le lac Lopnour s'est asséché, entraînant la disparition du lac. Au sud, le lac Taitema a été réduit de moitié. Partout, l'eau se fait plus rare. Alors, pour faire face à cette pénurie, Guanhui a décidé d'employer les grands moyens. Pomper dans le sous-sol, directement dans les nappes phréatiques. Il a creusé 2 puits comme celui-ci.
Tu vois, ça c'est le compteur électrique. Il y a un câble qui va jusqu'au moteur ici, et quand on le met en route, ça va pomper l'eau. Et hop, ça part là-bas. Vers les champs, D'accord, vers les champs. D'accord. Vous allez puiser jusqu'à combien au fond là? Il faut creuser jusqu'à 80 mètres pour pouvoir bien pomper. Sinon, on n'est pas sûr d'avoir assez d'eau. Et il y a 5 ans, par exemple, il fallait aussi aller à 80 mètres ou pas? Non, avant, on creusait à 30 mètres maximum. Mais si on continue à cultiver le coton, là, comme ça, bientôt, il n'y en aura plus d'eau dans le puits. Oui, le niveau continuera de baisser, c'est sûr. Mais c'est pas un problème, ça? Si, mais si je cultive autre chose, je ne gagne pas d'argent. Je pourrais cultiver du blé. Je sais que l'État donne aussi des subventions pour ça. Mais je ne gagnerai jamais autant d'argent. Le coton, ça rapporte beaucoup, tu sais. Guan Hui gagne 1 300 € par mois. C'est 20 fois plus que le salaire minimum. Alors évidemment, ici, personne ne songe à s'arrêter. Et pourtant, dans la région, l'exploitation de l'or blanc n'en finit pas de faire des dégâts. Des dégâts écologiques et bien plus encore. Partout au cours de notre voyage, nous croisons des restes de forêt complètement desséchés. Une transformation du paysage qui a bouleversé l'existence de milliers de personnes. Comme à Yengisu, par exemple, un village de bergers quasiment abandonné au bord de la route. Il y a encore 5 ans, plus de 300 personnes vivaient ici. Aujourd'hui, il reste 5 familles. Emragun habite là depuis 40 ans avec les siens. Selon elle, c'est le coton qui a volé leur vie d'avant. Avant, il y avait de l'eau ici, alors? Oui, quand j'étais petite, il y avait de l'eau partout. Maintenant, il n'y a plus rien. Il y avait une petite rivière, là, ici? Oui, regarde. L'eau venait de la rivière, plus loin, et cela crée des petits étangs, des petites mares naturelles. Et il y avait des puits. Difficile de s'en rendre compte aujourd'hui, mais il y a encore quelques années, l'eau courait entre les arbres et le paysage était entièrement vert. En tout cas, vous ne pouvez pas utiliser cette nature pour faire vivre vos bêtes. Bah non, faut partir à 30 ou 50 km, très très loin. Impossible de faire paître les troupeaux ici. Les frères d'Emragun sont donc partis avec les bêtes et elle et sa mère se débrouillent comme elles peuvent avec les enfants. Le petit dernier a 6 mois. Vous vivez de quoi? En fait, on élève des moutons et on les vend pour s'acheter des céréales. Ici, tu sais, on ne peut plus rien faire pousser. Avant, on cultivait du riz, du maïs et même des melons. Mais comment vous faites pour vous nourrir? Comment vous arrivez à survivre? Quand on n'a vraiment plus rien à manger, on est obligé de se débrouiller et d'aller chercher du travail un peu plus loin. Ce village est loin d'être un cas isolé. Il y en a des dizaines dans la même situation. Et désormais, les autorités chinoises commencent à s'inquiéter. Ce que redoute le gouvernement, c'est que la Chine ne subisse le même sort avec la culture du coton que celui qu'a connu un pays voisin. À quelques centaines de kilomètres du Xinjiang, bienvenue en Ouzbékistan. Un pays qui s'est lancé lui aussi dans une production massive de coton 20 ans avant la Chine. Aujourd'hui, les conséquences sont irréversibles. Seuls les bateaux rouillés rappellent qu'il y a peu encore, cette terre était en fait une mer, la mer d'Aral. À force de puiser dans les réserves en eau du pays, voilà ce qui s'est passé. Dans les années 70, la mer était grande comme 2 fois la Belgique. Depuis, elle s'est inexorablement vidée pour permettre au coton, lui, de fleurir en masse. Des problèmes d'assèchement qui risquent de se multiplier à travers le monde, car jamais la demande de coton n'a été aussi forte. Un peu partout,
la production s'emballe. Plus d'une centaine de pays en produisent désormais à travers le monde. Ouzbékistan, Chine, mais aussi Inde, Pakistan, pays africains, Australie, Turquie, Brésil, États-Unis. En 50 ans, la production mondiale a quasiment triplé. Et dans chacun de ces pays, l'eau est surexploitée. Pourtant, la fièvre acheteuse des consommateurs du monde entier ne semble pas fléchir. On achète, puis on jette, souvent au-delà de nos besoins. Et parmi tous nos vêtements, il y en a un qui est devenu un uniforme mondial. Un qui symbolise à lui seul cette hyper-consommation de coton. Ambre, notre fan de shopping, en sait quelque chose. Alors là, on va les compter. 1, 2, 3. Ce vêtement, c'est évidemment le jean. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Elle en a 13, une véritable collection. Ça en fait pas mal, hein. Et autant de modes qui passent et qui lassent. Il y a eu le slim, le bootcut, le taille basse, le taille haute, un plus foncé, un plus clair, parfois même en 2 exemplaires. Ils n'ont rien de très particulier chacun, mais c'est juste pour avoir un nouveau jean, un nouveau pantalon, pour agrandir la garde-robe. Dans la maison familiale, personne n'y échappe. La fille donc, mais aussi la mère et le père. Tout le monde a depuis longtemps succombé à la mode du blue jean. Vous avez combien de jeans là, pour toute la famille? 25. 25 jeans. Vous imaginiez que vous en aviez autant dans vos armoires? Non. Pourtant, rien de très étonnant. Les consommateurs français achètent 3 nouveaux jeans par an en moyenne, 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Lors de notre enquête, nous nous sommes donc rendus dans le lieu où sont fabriqués la plupart de nos jeans. Nous sommes en Chine du Sud, à côté de Canton, dans la ville de Xintang, que l'on surnomme Cowboy City. Ici, un habitant sur 4 travaille dans l'industrie du jean. Il y a des dizaines de petits ateliers à chaque coin de rue, où tout est réalisé à la main. Et puis d'immenses usines où tout le processus est industrialisé. Plus de 100 000 ouvriers sont dédiés à la fabrication de ce pantalon. A priori, une production à la chaîne classique en Chine. Découpage du coton, couture, finition, assemblage. Au total, 40% des jeans fabriqués à Xintang sont vendus dans le reste du monde, et notamment chez nous. Mais derrière ce succès économique se cache une autre réalité, beaucoup moins glorieuse. Car ce que nous allons découvrir, c'est que la fabrication de ce pantalon entraîne un scandale écologique. Nous allons nous en rendre compte lors d'une étape cruciale de la production du textile, celle de la teinture du coton en bleu, la couleur dominante du jean. Un processus totalement secret, aucune usine de teinture n'a voulu nous ouvrir ses portes. C'est donc muni d'une caméra cachée que nous nous rendons dans l'une d'elles, une teinturerie clandestine, comme il en existe des dizaines en ville. Pour ne pas alerter les ouvriers, nous ne dévoilons pas notre identité. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? C'est un artiste peintre. Il fait un voyage en Chine et il voudrait voir les teintures pour son travail. Eh bien, on a différentes couleurs, blanc, bleu ou mixte. Au départ, le fil de coton arrive blanc sur ces bobines. Puis les ouvriers les placent à l'étage, dans une étuve, dans laquelle ils versent de la teinture, de l'eau et toute une série de produits chimiques, toxiques, pour fixer la couleur bleue. Ça veut dire qu'il faut qu'on met le coton dans la cuve et on chauffe le coton dans la cuve, c'est ça? Avec la teinture? Oui, c'est ça. Pendant combien de temps? 1 à 2 heures. Une fois teintes, les bobines de fil sont essorées dans cette centrifugeuse.
le surplus d'eau de teinture s'écoule dans ce bac. Et ensuite, l'eau, elle va où? Elle va dans la rivière? Elle va dans les égouts. Ah oui, ça va dans l'égout qui ensuite va dans la rivière. Ouais, ça repart dans les égouts, la rivière, les champs. En fait, on sait pas très bien où ça va. En réalité, cette eau de teinture, ce cocktail de produits chimiques, se retrouve directement dans la nature. Ni traitement des eaux, ni recyclage, des dizaines d'usines ont les mêmes pratiques, laissant comme des taches d'huile à la surface. Les eaux qui sillonnent la ville sont littéralement bleu marine, voire noires. Ici, à l'arrière de cette teinturerie, les rives portent même encore les traces des déversements sauvages. Et vu du ciel, c'est encore plus spectaculaire. Ici, ce bras de fleuve est noir. Le problème, c'est que cette pollution n'est pas que visuelle. Elle a aussi des conséquences sur la santé. C'est le constat qu'a fait cette étude de Greenpeace réalisée l'année dernière dans la région. Des chercheurs ont prélevé de l'eau à proximité d'une grande teinturerie. Et voici ce qu'ils ont trouvé. Des concentrations de produits chimiques, chaque fois au-delà des limites autorisées. Du manganèse, par exemple. Une surexposition à ce métal lourd peut entraîner de nombreux dommages sur le cerveau. Des alkylphénols. Ces perturbateurs endocriniens peuvent réduire la fertilité. Dans les campagnes proches de ces usines, les villageois n'ont pas eu besoin d'études scientifiques pour voir que leur environnement avait changé. Plus de poissons, plus d'eau pure dans les rivières, et beaucoup s'alarment de cette pollution. Pourtant, lorsqu'on discute avec eux, le discours est étonnant. Et donc la vie, c'était mieux avant ou c'est mieux aujourd'hui? C'est mieux maintenant. On a de l'argent chaque année. On peut acheter tout ce qu'on veut. C'était pas le cas avant. Vous avez de l'argent, mais votre environnement est pollué. Bien sûr, je suis un peu triste. Si on ne produisait pas autant de gin, notre environnement serait propre. Mais que voulez-vous? Si nous n'en faisons pas, ce sont les autres qui le feront. L'industrie du gin et la culture du coton sont donc particulièrement polluantes et posent un problème à notre planète. Et pourtant, difficile d'imaginer qu'on puisse s'en passer. À travers le monde, 50 millions de personnes vivent de l'industrie de ce textile. Malgré tout, certains se lancent aujourd'hui dans la quête d'alternatives au coton, comme le lin, le chanvre ou le coton bio. Un coton sans pesticides qui ne pollue pas l'eau et les sols. Mais l'une des solutions les plus surprenantes à nos yeux se trouve au nord de l'Europe. Nous voici aux Pays-Bas, à 2 heures de route d'Amsterdam, en pleine campagne. C'est ici que la marque Brennel a décidé de présenter ses collections. La marque privilégie le lin, le chanvre, la laine ou le coton bio. Mais depuis 2 ans maintenant, une nouvelle matière est entrée dans la composition de certains produits. Et voici le prototype d'un jean totalement écolo. C'est de l'ortie mélangé à du coton bio. Donc ça, c'est en ortie, ça? Oui, tout à fait. De l'ortie. On en retrouve dans des pantalons, des pulls et même des robes. Cette cliente s'est laissée convaincre. Et comment vous sentez-vous? Bien. Vraiment? Oui, c'est très confortable. Ça ne gratte pas et je ne vois pas de différence avec d'autres matières. L'Urtica dioica. Elle ressemble à l'ortie que nous connaissons tous, celle qui démange. Mais celle-ci ne pique pas. Elle est cultivée, on la plante, puis on la récolte chaque année au mois d'août. L'avantage, c'est que cette plante n'a pas besoin d'irrigation et peut pousser partout en Europe. La matière que l'on va utiliser ressemble à de gros ballots de foin. Pour obtenir du fil d'ortie, il faut que la plante passe dans ces machines. Hélène Atema, ingénieure textile, travaille sur le développement de l'ortie depuis 5 ans.
Ces machines lui permettent d'obtenir de la fibre prête à l'emploi en moins de 10 minutes. Et voilà le résultat à la fin de la chaîne. Regardez, il n'y a plus que la fibre. De l'ortie transformée en textile. Une fois filées, ces fibres donnent une matière fine, très isolante et quasiment aussi solide que le coton. Le siège de la marque est à quelques mètres à peine des champs. Bonjour. L'équipe compte une quinzaine de personnes, toutes convaincues du potentiel de cette herbe. Bonjour. Oh, c'est les nouveaux échantillons? Ouais. Ils viennent d'arriver? Oui, ils viennent juste d'arriver. Hélène est accompagnée de Yeon, un ancien ingénieur de Nike qui a lâché le géant américain pour se lancer dans cette aventure. Depuis quelques mois, il multiplie les essais pour obtenir plus de formes, de couleurs, indispensables pour être crédible face au coton. Et pour conquérir le grand public, quoi de mieux qu'un jean? Et voilà le prototype du jean en ortie, qui sera commercialisé par G-Star. Il n'y a aucune différence au toucher. Par exemple, ça ressemble à un jean normal, sauf que là, il y a de l'ortie dedans. 12% d'ortie mélangée avec du coton bio. L'aboutissement de 3 ans de recherche. Reste le prix tout de même. Le jean sera vendu à New York l'équivalent de 230 €. Car aujourd'hui, l'ortie est encore 4 fois plus cher que le coton. Mais plus la demande et la production augmenteront, plus les coûts devraient baisser. Il serait donc possible de produire les jeans autrement, en polluant moins. Un enjeu auquel le citoyen est de plus en plus sensible. Un enjeu qui concerne aujourd'hui tous les produits que nous achetons. Mais voilà, avec les modes qui changent toujours plus vite et des prix toujours plus bas, on est poussé en permanence à consommer, mais aussi à jeter. 80% des produits que nous achetons partent à la poubelle après une seule utilisation. Nous sommes entrés dans l'ère du jetable. Et parmi tous les produits dont on se débarrasse, il y en a un qui commence à poser un problème majeur à notre environnement. Au départ, il s'agissait pourtant d'une invention qui a littéralement changé notre quotidien. Je n'ai qu'un seul mot à vous dire. Juste un mot. Oui, monsieur. Vous écoutez? Oui, j'écoute. Plastique. Il y a de l'avenir dans les plastiques. Songez-y. Le plastique. Dans les années 60, c'est la nouvelle matière à la mode. Un matériau qui est le fruit de l'imagination d'un chercheur génial au début du XXe siècle. En 1907, Léo Baekeland, un chimiste belge installé aux États-Unis, invente une résine à base de pétrole à laquelle il donne son nom, la bakélite. Une nouvelle matière qui ne fond pas sous l'effet de la flamme, elle est robuste. Mais c'est après la Deuxième Guerre mondiale qu'on entre vraiment dans l'ère du plastique. La place conquise par les plastiques sur le marché va s'élargissant chaque jour. Les années 50 marquent les débuts de la consommation de masse. C'est le triomphe du plastique. Vaisselle, récipients, mobilier, tout devient plastique. Fini le laitier avec ses bouteilles de verre. Fini les petits pots de carton pour les yaourts. Les emballages plastiques sont nés, on les jette après usage, la presse célèbre l'ère du tout jetable. Une marque américaine symbolise à elle seule l'essor du plastique dans la cuisine. This is Tupperware. Tupperware, qui va permettre à des millions de ménagères à travers le monde de conserver les aliments et de consommer différemment grâce au plastique. Et là, c'est vraiment un Tupperware. Cette fois-ci, vous pouvez le mettre dans un sac à main, vous pouvez le retourner dans un réfrigérateur, ça ne fuira jamais. Et aujourd'hui, il suffit de se rendre au domicile de n'importe quelle famille. On va ranger toutes les affaires, donc vous m'aidez pour voir que le plastique s'est imposé dans chaque recoin de la maison. Dans la cuisine, bien sûr, mais aussi dans la salle de bain. Ou encore dans la chambre des enfants. Ça, c'est une épée. Elle est en plastique. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait plus quoi en faire. Car lorsqu'on le met à la poubelle, voilà ce qui se passe.
20% seulement sera récupéré pour être transformé en nouveaux objets, comme par exemple des arrosoirs ou des stylos. Pour les plastiques non recyclés, il existe bien des solutions qui se mettent en place, comme par exemple celle que nous avons vue dans l'usine irlandaise qui transforme ses déchets en carburant. Mais pour la plupart des plastiques, leur fin de vie pose problème. Il y a ceux qui sont incinérés, ceux qui sont enterrés dans les décharges. Mais le principal danger pour notre environnement, ce sont les milliers, les millions de déchets plastiques abandonnés et qui mettront des siècles à disparaître. Car si un mouchoir en papier met 3 mois à se désagréger dans la nature et une canette en aluminium 80 ans, un sac en plastique, lui, mettra 500 ans et une bouteille d'eau, 1000 ans. Et l'endroit où la pollution par ces plastiques abandonnés est la plus dramatique, c'est la mer. Et ce n'est pas la peine d'aller très loin pour le constater. Nous sommes à Marseille. Benjamin a rendez-vous avec des copains pour une grande opération de sauvetage. Comment ça va? Salut. Le sauvetage de la plage. L'endroit a beau être régulièrement nettoyé par les services de la ville, lorsqu'on y regarde de près, il y a encore beaucoup de travail. Barrette à cheveux, perdu pendant une baignade, les pailles et tout ça. Ça, ça flotte beaucoup. Donc auquel cas, on les retrouve très facilement sur les plages. Bouchons, sacs, jouets abandonnés, on trouve toutes sortes de déchets. Et c'est justement contre cela que se battent Benjamin et ses copains. Ils sont membres de Surfrider Foundation, une ONG qui œuvre à la protection du littoral. Il y a 80% en fait, des déchets qu'on peut trouver sur une plage qui n'ont pas été déposés sur la plage, à même la plage, mais qui ont transité par l'océan. Ces militants écolos vont ramasser ainsi toutes sortes de détritus plastiques. Et à l'arrivée, voici l'ampleur des dégâts. On est 5, ramassage d'une heure, 1,5 mètre cube de déchets. Mais Benjamin le sait, dans quelques semaines, il va devoir revenir sur cette plage pour la même opération. Car c'est une réalité, la mer est très polluée par nos déchets. 10% des plastiques produits chaque année finiraient ainsi leur vie au fond des océans. Des plastiques qui viennent tous de la Terre, comme cette bouteille abandonnée après un pique-nique. Transportée par les cours d'eau, elle va finir par atteindre la mer, où elle ira rejoindre des millions d'autres détritus, eux aussi perdus dans l'océan. Tous ces déchets vont se morceler, se fragmenter. Leur concentration peut atteindre des tailles considérables. Ainsi, au milieu du Pacifique, la masse de plastique qui s'est formée est déjà grande comme 1,5 fois la France. Et ce n'est pas la seule zone. La plupart des mers du globe sont concernées, comme l'océan Atlantique ou la Méditerranée. Et vous allez voir que cette pollution extrêmement insidieuse peut avoir des conséquences sur notre vie à tous. Au nord de la Corse, près de la citadelle de Calvi, une base marine en béton dissimulée dans les rochers. L'endroit n'a rien d'un bunker ultra secret. Nous sommes en fait dans le repère d'une poignée de scientifiques. François Galgani est chercheur à l'IFREMER, l'institut spécialisé dans les recherches océanographiques. Cet universitaire étudie les déchets plastiques qui flottent dans nos océans. Voilà. Allez, ciao. À bientôt. À quelques centaines de mètres des côtes, l'expérience va commencer. En Corse, aucune industrie polluante, aucune agriculture intensive, ces rivages devraient donc être épargnés. Et pourtant, lorsque le scientifique jette un œil à la surface, les premières taches apparaissent. Il y en a plusieurs qui sont passés là. Des morceaux de plastique qui en réalité remontent du fond de la mer. Le chercheur s'en est rendu compte en filmant les gros déchets déposés au fond de la Méditerranée. Des sacs,
des gobelets, des bouteilles qui s'accumulent parfois jusqu'à 1000 mètres de profondeur au large de Nice ou de Marseille. Avec le temps, ces déchets se fragmentent lentement, mais ne disparaissent jamais. À bord du bateau, Annabelle, la spécialiste du plancton, jette le filet qui sert d'ordinaire à ramasser les micro-organismes marins. Pendant 20 minutes, le filet va se charger, mais pas seulement en plancton. On voit bien le plancton qui bouge en surface. Il y a quelques morceaux de plastique avec le plancton qui se déplace. Le plancton est bien visible, mais dans cette eau un peu trouble, on distingue autre chose, des dépôts plastiques. C'est ça que le chercheur veut analyser. On s'est aperçu que ça se dégradait et que donc il y en avait partout. Et là, on commence maintenant justement à dresser un inventaire et savoir essayer de comprendre comment ils circulent et où est-ce qu'ils vont s'accumuler et comment ils vont se dégrader. Alors, pour étudier tout cela, direction le laboratoire. Allez. Bonjour. Bonjour, ça va? Ouais. Une fois filtrés, les échantillons révèlent d'importantes quantités de plastique. Donc voilà ce que ça donne après tri. On a des morceaux de polystyrène, on a des morceaux de plastique donc de différentes couleurs. Vous voyez, c'est de la fragmentation d'emballages qui sont beaucoup de plus grosse taille, quoi. Selon les calculs de ce chercheur, la Méditerranée est contaminée par 250 milliards de fragments de plastique. Jean-Henri, qu'est-ce qu'il en pense là? Le problème, lorsque le plastique colonise la mer, c'est qu'il entre également dans la chaîne alimentaire. C'est l'inquiétude du biologiste Jean-Henri Eck. Ces particules de plastique sont ingérées par le plancton et par les mêmes organismes du plancton. Et quand ils sont dans l'estomac, c'est des conditions extrêmement brutales de digestion, comme dans notre estomac, c'est bourré d'acide. Et donc, ces plastiques peuvent être dégradés. Et là, nous ne connaissons pas encore bien les dégâts que ça peut donner. Car ces fragments de plastique sont avalés par de petits poissons, appelés myctophidés. Ces poissons sont la base de l'alimentation des gros poissons, les thons ou les dorades, que l'homme va pêcher à son tour et qui finiront dans notre assiette. Ainsi, nous avalons du plastique. Mais dans notre estomac, ces plastiques relâchent-ils des polluants? Quelles sont les conséquences pour notre santé? Les études ne font que commencer, les scientifiques n'ont pas encore toutes les réponses. Mais François et ses collègues le constatent tous les jours. Le plastique a envahi notre environnement, car on en produit toujours davantage, 3 fois plus qu'il y a 20 ans. Et il y a un endroit, dans notre quotidien, où c'est particulièrement frappant. Cet endroit, ce sont les rayons des grandes surfaces, le royaume des emballages. Eau minérale, produits ménagers ou encore produits high-tech. Les emballages se superposent les uns aux autres. Ils changent en permanence de forme, de taille ou de couleur. Ces plastiques sont difficilement recyclables et pourtant les industriels en mettent sur un grand nombre de leurs produits. Des emballages qui, vous allez le voir, sont conçus pour avoir le maximum d'impact sur notre consommation. Dans les beaux quartiers de la capitale, un hôtel particulier dans le 16e arrondissement. Nous voici chez Pulp, agence de design. Ces graphistes sont spécialisés dans la conception d'emballages. Ici, sur ordinateur, on invente la forme arrondie de votre yaourt. Là, on dessine le relief en haut de votre bouteille d'eau. Tous les 2 ans, les marques leur demandent de créer de nouveaux emballages pour séduire toujours plus le client. Et pour cela, les équipes d'Anna Anderson, la directrice de création, mettent le plastique à toutes les sauces. Par exemple, avec le sliver, cette espèce de collant en plastique qui sert à habiller le produit pour le rendre encore plus visible dans les rayons. C'est juste un film plastique qui est posé sur la bouteille. Le sliver nous permet d'aller écrire partout, faire du graphisme sur toute la surface. C'est de cette façon que les marques se sont mises à ajouter une nouvelle couche de plastique sur le plastique ou le verre de la bouteille. L'autre nouveauté dans les rayonnages, ce sont ces poches souples en plastique. Elles remplacent les bouteilles en verre pour les sauces, les petits pots pour la compote ou ici, la boîte cartonnée pour le thé.
Nous, on arrive avec un volume silhouette. Donc, on a vraiment une histoire qui est racontée via la forme. Et du coup, ça nous donne de l'impact et on est vu. Plus de visibilité aussi. Plus de visibilité, tout simplement, oui. Plus de visibilité, c'est donc bon pour les industriels. Mais est-ce vraiment utile à notre consommation? Nous partons à la rencontre de quelqu'un qui en doute fortement. Il se trouve en Alsace, il n'a rien d'un militant écolo. Son intérêt dans la vie, c'est même de nous vendre un maximum de produits. À 25 km de Mulhouse, il dirige ce supermarché. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Merci. Alors donc, c'est la chasse au plastique. Bruno Mondroyan gère ce supermarché depuis 17 ans. Et depuis le début, il y a une chose qui l'agace, le suremballage. En premier lieu, dans un rayon, les jouets. Est-ce qu'il est franchement nécessaire d'avoir une telle volumétrie en termes de packaging, en termes de pack, hein, compte tenu des produits qui sont à l'intérieur, pourrait très bien être limité en termes de volume, hein, pour permettre moins de plastique et moins de carton. Pour nous le prouver, Bruno va faire une petite expérience. Alors je vais vous montrer qu'en fait le produit pourrait très bien vivre sans la partie plastique, avec uniquement en fait le carton, et que le produit serait complètement commercialisable sans souci. Voilà. C'est-à-dire? Et ça, on l'élimine. Plus de plastique, que du carton. Ouais, mais alors j'imagine que pour le transport, ça serait beaucoup plus fragile. Les produits sont attachés au niveau du carton, donc il n'y a pas de souci. Donc la fenêtre pourrait très bien être éliminée. Cette fenêtre-là? Cette fenêtre-là, en l'occurrence. Hein, d'accord, celle-là est pas indispensable. Est absolument, je dirais, non recyclable. Donc, ça, c'est non recyclable, ça? C'est non recyclable. Ça va directement, je dirais, en déchetterie. Et ces plastiques dont on pourrait se passer, selon lui, il y en a partout. Au rayon dentifrice. Et hop, plus de plastique. Mais aussi aux produits d'entretien, aux fruits et légumes ou encore au rayon fromage. Ici, on trouve de plus en plus de morceaux emballés dans des barquettes et des films non recyclables. Un système peut-être pratique pour les clients, mais un vrai gâchis pour l'environnement. Il y a pourtant un moyen très simple d'éviter ce suremballage. Je peux demander à ma serveuse de me servir un morceau de mascarpone qu'elle va m'emballer traditionnellement dans une feuille de papier. Donc on éviterait effectivement la barquette et le film. Et ça coûte exactement le même prix. Mais Bruno ne se contente pas de dénoncer cette invasion de plastique. Pour éviter que tous ces emballages ne se retrouvent dans la nature, il a installé des bacs à la sortie de son magasin. Et les clients désemballent et me laissent le plastique d'un côté et le carton de l'autre. Et ce plastique? Ce plastique, vous allez le mettre dans le box plastique. D'accord. Des emballages collectés que Bruno va confier directement à des centres de recyclage. Des initiatives comme celle-ci se multiplient de plus en plus en France. Mais on pourrait aller beaucoup plus loin. Car tout près de chez nous, certains ont déjà inventé ce qui pourrait peut-être un jour remplacer le plastique. De l'autre côté des Alpes, une petite ville d'Italie du Nord est au cœur d'une révolution verte. Nous arrivons à Novara, près de Milan, une ville de 100 000 habitants. Direction le centre-ville. Buongiorno. Enchantée. Claudia Cesa et sa maman ont l'habitude de faire leurs courses ensemble. Depuis quelque temps, elles ont décidé de changer leur façon de consommer. Bon, d'abord, on va aller au rayon des produits d'entretien. Comme tout le monde, elles font leurs courses au supermarché du coin. Un supermarché identique à ceux qu'il y a en France à première vue. Sauf qu'ici, on trouve des produits différents. Cet essuie-tout, par exemple. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces produits? Eh bien, ils sont particuliers parce qu'ils sont emballés avec une matière qui s'appelle le Materbi. Vous voyez, c'est écrit là. C'est quoi Materbi? C'est un produit biodégradable. Ça, là? Oui, c'est ça. C'est du Materbi. C'est quoi la différence avec celui-ci? Eh bien, celui-ci, c'est du plastique.
Alors que celui-là, c'est végétal. C'est un emballage complètement végétal. Et si j'ai le choix entre plusieurs produits, je prends toujours celui avec un plus pour l'environnement. C'est ma façon de faire un geste pour la planète. Des emballages en plastique végétal, on en trouve des dizaines dans cette grande surface, comme ceux de ces mouchoirs ou de ces serviettes hygiéniques. Mais il y a aussi des produits entièrement en bioplastique, comme ces cotons-tiges ou ces sacs poubelles, totalement biodégradables. Ça veut dire que quand vous jetterez ces sacs, eh bien, ils se retrouveront dans la nature, en gros, et se dégraderont. Oui, avec le temps, ils vont se dégrader, se désagréger. Ces articles font donc désormais partie du quotidien de Claudia. Des produits derrière lesquels se cache en fait l'histoire de quelques chercheurs qui ont imaginé avant tout le monde une planète sans déchets plastiques. À quelques kilomètres de Novara se trouve le lieu où cette révolution écolo a commencé. Novamont, le leader mondial des bioplastiques. Hello. Thanks for getting us here. My name is Guy. À sa tête, Katia Bastioli. Alors c'est votre univers ici? Oui, c'est vraiment ma maison. C'est carrément ma maison, c'est le mot juste. Ah, vraiment? Oui. Cette chercheuse en chimie de 53 ans a dédié sa vie au plastique vert. Une aventure dans laquelle elle a été entraînée il y a 20 ans par un homme, un visionnaire. Cet homme, c'est Raoul Gardini, un businessman italien. Nous sommes en 1989. À l'époque, il dirige l'un des géants mondiaux de l'agrochimie. Cette année-là, il décide de créer Novamont car il a une intuition. Il est persuadé qu'un bouleversement économique et écologique majeur va se produire dans les années à venir. Ça veut dire qu'il avait prévu la fin du pétrole? Non seulement il a anticipé l'après-pétrole, mais pour lui, il fallait carrément inventer des nouvelles matières premières. C'est ça sa vision du monde. Mais pourquoi a-t-il eu cette idée avant tout le monde en plus? Parce que dans notre société, on utilise les produits très peu de temps et on les jette. C'est comme ça qu'on détruit la planète. On a de moins en moins de ressources et de plus en plus de déchets. C'est pour faire face à ce défi qu'en 1989, Katia est embauchée par Raoul Gardini. Cette jeune universitaire est alors chargée de mettre en œuvre une idée révolutionnaire. Créer des plastiques, non pas à base de pétrole, mais à base de végétaux. Et voici aujourd'hui le résultat. Des objets en bioplastique fabriqués grâce à Novamont. Des pailles, des gobelets, des cache-pots, des couverts, des sacs, bref, des produits de la vie de tous les jours. Luigi Capuzzi est le directeur de recherche de l'entreprise. Ce plastique vert, il le développe grâce à une ressource totalement renouvelable, le maïs. Du maïs, on a extrait cette poudre blanche. Ça, c'est de l'amidon de maïs? Oui. Ça veut dire que le maïs a été transformé alors? L'amidon, c'est un produit complexe. C'est un des éléments qu'on peut extraire du maïs. Mais c'est comestible ça, on peut en manger? Mais bien sûr, pourquoi pas? L'amidon, c'est un des composants de la nourriture. Les équipes de Luigi Capuzzi mélangent cet amidon de maïs à de l'huile de tournesol. Il sera modifié pour donner cette espèce de spaghetti qui sera ensuite découpé en milliers de grains. Ce sont ces grains qui permettront à des industriels de fabriquer des produits biodégradables. Mais si tout le monde se met à consommer des bioplastiques, toute la question est de savoir si on ne risque pas de manquer de maïs pour notre consommation alimentaire. Mais si vous remplacez le pétrole par le maïs, vous allez affamier des gens d'un bout à l'autre de la planète. Non, nous on n'affame personne, car aujourd'hui on n'utilise qu'une partie d'un produit qui sert déjà dans l'industrie. Et pour le futur, on fait déjà des recherches pour utiliser non seulement l'amidon, mais aussi des fibres des résidus de maïs. Donc vous pourriez utiliser des déchets du maïs, c'est ça? Oui, les déchets de maïs, mais aussi d'autres céréales. Le principal avantage de cette matière,
c'est qu'une fois à l'état de déchet, la nature peut l'absorber très rapidement. Et là, vous pouvez voir le résultat après 30 jours. Là. D'abord, au bout de 21 jours, les pailles et le gobelet sont dégradés. En 30 jours, leur taille s'est fortement réduite. Après 60 jours, ils ont quasiment disparu. Et lorsque tous les habitants de la région jettent leur emballage en bioplastique à la poubelle, le résultat est encore plus spectaculaire. À une vingtaine de kilomètres de Novara, en pleine campagne, une usine d'un genre particulier. Partout, ces montagnes de terre noire. Pour comprendre leur provenance, il faut revêtir une drôle de combinaison. Pourquoi on met ça? Pour l'odeur. Ça pue. Une combinaison censée protéger les vêtements de l'odeur pestilentielle qui règne ici, mais qui va encore augmenter lorsqu'on pénètre dans ce hangar. Incroyable! À l'intérieur, 18 000 tonnes de déchets en décomposition et beaucoup de vapeur d'eau produite par cette fermentation. Une ambiance lunaire qui n'impressionne pas Francesco Peruccia, l'ingénieur agronome qui dirige le site. Ça, ce sont les déchets domestiques de la cuisine. De la nourriture? Oui, de la nourriture, des légumes, des fruits. Mais il y a aussi des sacs en plastique là, enfin, ce sont des sacs en plastique ça? Alors ces sacs sont biodégradables. Ils sont en Materbi. Ça c'est pas du plastique ça? C'est pour faciliter la vie des citoyens qui font le tri. Pour nous, c'est plus facile quand les gens mettent leurs déchets organiques dans des sacs biodégradables. Ces milliers de sacs en Materbi de chez Novamont, les habitants de Novara les ont utilisés pour y mettre leurs déchets organiques. Ils se décomposent en même temps que les détritus. Et au bout de 3 semaines, on obtient ces montagnes de terre noire. Les ordures se sont transformées en compost qui servira dans l'agriculture. Et ça va devenir de l'engrais. Oui, c'est déjà de l'engrais. OK. La terre nous offre donc des solutions pour nos besoins grâce à des ressources naturelles, comme par exemple le maïs. Mais le problème, c'est que toutes les ressources ne sont pas renouvelables. Certaines deviennent rares, comme le pétrole ou les minerais, et on les exploite toujours plus pour satisfaire nos besoins de consommation. Il faut dire qu'aujourd'hui, la plupart des biens que l'on achète se gardent de moins en moins longtemps. Le domaine où c'est le plus frappant, ce sont les produits électroniques. Téléviseurs, ordinateurs, appareils photo, des objets sophistiqués, parfois fragiles, dont les technologies ne cessent d'évoluer et les prix de chuter. En cas de panne, réparer coûte même souvent plus cher que de racheter, alors on préfère reprendre du neuf. Un renouvellement permanent de produits qui nous pousse donc à en changer très souvent. Et l'objet le plus concerné par cette tendance est aujourd'hui devenu indispensable à notre vie quotidienne. Il suffit d'un seul geste. Plus besoin de clavier, il suffit de parler. Tout ça sur le smartphone le plus fin du monde. Aucun objet n'a aussi vite conquis l'humanité. En 20 ans, un terrien sur 2 s'est équipé et ce n'est pas fini. Jusque dans les coins les plus reculés du globe, chacun veut son portable. Il s'en vend 100 millions chaque mois. Un rythme démentiel qui est loin d'être anodin. Car nous avons constaté qu'il épuise nos ressources naturelles, mais surtout qu'il bouleverse la vie de populations entières. Une histoire qui démarre au coin de la rue. Ce jour-là, Marine et Raphaël ont décidé de changer tous les deux leur téléphone portable. Monsieur, dame, bonjour. 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 Que puis-je pour vous? Isabelle, la vendeuse, est à la manœuvre. Tout de suite, elle les oriente vers les modèles dernier cri, des petits bijoux de technologie qui savent tout faire. Est-ce que vous, c'est la navigation Internet, c'est le mail? Il y a tout, ouais. Moi, j'utilise énormément le web, tout ce qui est navigation. Ce sont ces nouvelles fonctions qui aujourd'hui font craquer les clients, même s'ils sont bien conscients que les fabricants font tout pour susciter de nouveaux achats.
Tous les ans et demi, on va dire qu'il y a des grosses évolutions. Puis, de toute façon, c'est tout bête, on est dans une société de consommation. Si les téléphones n'évoluent pas, on ne consomme pas. Donc de toute façon, ils sont obligés d'évoluer. Et pour nous pousser à acheter toujours davantage, les opérateurs ont mis en place un système de subvention très efficace. Personne ne paye en fait son téléphone à son vrai prix. Sans forfait, on est à 459 €. 500. Je À l'ai 9 à € 9 pour €. toi. Et toi, ce sera 129 €. Ouais. Conséquence de ce système, nous changeons de téléphone tous les 18 mois en moyenne, Merci, au revoir. alors que ces appareils peuvent durer environ 5 ans. Un succès que les fabricants entretiennent précieusement. La sortie d'un nouveau téléphone est désormais fêtée comme un événement extraordinaire. Ainsi, chaque année, 500 nouveaux modèles sont lancés dans le monde. De petites merveilles qui nécessitent des dizaines de milliers de pièces. Et pour fabriquer chacune de ces pièces, on a dû extraire des matières premières de la Terre. Pour se rendre compte de toutes les ressources qu'il y a à l'intérieur d'un téléphone, il faut aller en région parisienne, à Fontenay-aux-Roses, dans les locaux de Bureau Veritas, un géant mondial de l'expertise technique. Ici, on teste toutes sortes d'appareils électroniques pour savoir s'ils sont dangereux. Dans ce labo, par exemple, on mesure l'effet des ondes émises par les portables sur notre cerveau. Mais on évalue aussi l'impact du téléphone sur l'environnement. C'est le travail d'un expert, Xavier Vital. Il connaît le secret de chaque matière première contenue dans nos mobiles. Pour nous montrer les éléments naturels qu'il y a à l'intérieur, il doit plonger dans les entrailles de la machine. Démontage. Alors dans ce téléphone, on va, donc si on continue à l'ouvrir, à rentrer à l'intérieur, on va retrouver de l'électronique, une carte électronique qui contient des composants et qui va contenir elle-même un certain nombre de substances. Mais des substances naturelles, vous voulez dire? On va retrouver de l'étain, de l'or, de l'argent, du cuivre, qui sont des ressources naturelles qu'on va prélever dans la nature, on les exploite dans des mines et on va les transformer pour accomplir un certain nombre de fonctions. Sans lesquelles votre téléphone ne pourrait pas marcher? Ça ne fonctionnerait pas. Sans les éléments qu'on va trouver dans la nature? Absolument. Par exemple, ce liseré jaune, c'est de l'or. Quelques milligrammes, indispensables pour assurer les connexions. Et des matières premières qui viennent du sous-sol de la Terre, le portable en contient des dizaines d'autres, comme du cuivre ou de l'argent. Mais l'une des matières les plus utilisées, on la connaît tous, c'est l'étain. Tous les petits points blancs, tous les petits points blancs, absolument, ce sont des points de soudure qui contiennent une grande partie d'étain. Le point de soudure, il permet de faire un contact électrique, donc l'étain sert à ça, il conduit l'électricité, et il permet de relier chaque composant entre eux dans le circuit. Et il y a combien de composants? On peut en avoir 500 par téléphone mobile. L'étain, jusque-là, on s'en servait surtout pour des produits courants, comme la vaisselle ou les boîtes de conserve. Mais depuis 20 ans, notre consommation d'ordinateurs et de téléphones a fait exploser la demande. Résultat, on en extrait 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Or de l'étain aujourd'hui, une dizaine de pays seulement en extraient dans le monde, comme la Chine, l'Indonésie ou le Pérou, qui sont les plus gros producteurs. Mais celui qui suscite le plus de convoitises se trouve en Afrique, la République démocratique du Congo, en particulier la province du Kivu à l'est du pays. Car c'est dans cette région du monde que ce minerai est le moins cher à extraire. Le Kivu est l'une des régions les moins accessibles du globe. De part et d'autre des pistes cabossées s'étalent des paysages grandioses. Des montagnes à perte de vue, des lacs majestueux au pied des volcans. Dans le Kivu, on trouve surtout l'un des sous-sols les plus riches de notre planète. Ici, la Terre regorge d'une dizaine de minerais vitaux pour nos portables. De l'or, du cuivre et notamment de l'étain.
Avec la demande mondiale toujours plus forte, la région est devenue une gigantesque zone minière qui fait vivre 2 millions de personnes. Et c'est précisément dans ces mines d'étain que nous voulons aller pour notre enquête. Mais y accéder ne va pas être une mince affaire, car toutes ces richesses ont transformé la région en poudrière. Des bandes armées se livrent une guerre sans merci pour faire main basse sur ces précieux minerais. Elles contrôlent des dizaines de mines à travers la région. Sur notre chemin, nous sommes rapidement arrêtés par un barrage militaire. Il s'agit de l'armée régulière du Congo qui est en opération. Fusils mitrailleurs, lance-roquettes, ces soldats partent à l'assaut des rebelles. Leur objectif, reconquérir les mines perdues et leurs matières premières. L'homme qui dirige ces opérations est justement installé dans le village pour quelques jours. Speak English. Do you speak English? Yeah. I'm supposed to meet someone. Okay, thanks. Nous voulons le rencontrer pour en savoir plus sur les combats dans la région. Ne vous fiez pas aux apparences. Dans ce fauteuil, cet homme en civil est un colonel. Son nom, Innocent, le colonel Innocent. Il est à la tête d'un régiment d'une centaine d'hommes, armés jusqu'aux dents. Nous, on a une mission, c'est de tout faire pour chasser les rebelles de toutes les mines. Mais pourquoi les mines sont-elles si importantes pour ces groupes armés? Eh bien, parce que c'est leur unique source de financement. Et dès qu'ils seront chassés de toutes ces mines, ils n'auront plus d'argent et ils ne pourront plus lutter. Ces affrontements entre militaires congolais et groupes armés déchirent la région depuis une quinzaine d'années. Ils sont l'héritage d'un génocide qui a eu lieu en 1994, juste à côté d'ici, au Rwanda. Une guerre qui a fini par déborder au Congo et surtout au Kivu. Des millions de civils rwandais s'y sont réfugiés, mais aussi des militaires en fuite qui s'y sont installés en semant la terreur. Bilan, près de 6 millions de morts, le conflit le plus meurtrier depuis la Deuxième Guerre mondiale. Cette guerre est officiellement terminée depuis 7 ans, mais la zone est encore très instable. C'est ce qui nous frappe immédiatement quand nous arrivons à Goma, la grande ville de la région. Goma est aujourd'hui sous contrôle des casques bleus. Il y en a 20 000 dans tout le Kivu, le plus gros contingent au monde des Nations Unies. Ils sont là pour protéger les populations, mais pacifier toutes les zones s'avère très difficile. Celles des mines, par exemple, sont classées rouges par l'ONU, car c'est là qu'ont lieu les combats. Pour s'approcher des gisements, impossible d'utiliser notre voiture. Il faut prendre un hélicoptère des Nations Unies. Car entre Goma et la région des mines, il y a 300 km sans route, au-dessus d'une zone à risque. Direction l'ouest du Kivu. En survolant ce territoire, peu à peu, les vastes étendues cèdent la place à une végétation de plus en plus dense. C'est dans le sous-sol de cette jungle que reposent ces fameux minerais indispensables pour nos téléphones. Au total, 200 gisements dispersés dans cette forêt vierge. Après 1 heure de vol, nous arrivons à Walikale. Thank you very much for the flight. Thank you. L'hélicoptère des Nations Unies n'ira pas plus loin. Ici commence la zone des mines. Et le lendemain matin, démarre pour nous une épreuve. Une marche de 50 km à travers la jungle pour rejoindre les mines d'étain avant la nuit. 1, 2, 3, 4, 5. Pour réussir cette marche dans les temps, il nous faut des porteurs pour notre matériel de tournage. Mais aussi des hommes d'escorte en cas d'embuscade par les rebelles. Au total,
à un équipage d'une vingtaine de personnes. Nous pénétrons dans la forêt tropicale. Très vite, la chaleur, l'humidité. Une vingtaine de collines escarpées à gravir et à dévaler sur un sentier accidenté. Pour parcourir les 50 km qui nous séparent des mines, nous devons avancer à marche forcée. Pas question de dormir dans la forêt, trop risqué selon notre escorte. Après 12 heures de marche, nous arrivons enfin dans un village en plein cœur de la jungle. Le village de Bissier. Ici, on a trouvé de l'étain il y a 10 ans, un des plus grands gisements du pays. Et depuis, ce village est devenu un centre minier important. Il s'est construit à la hâte, comme au temps de la ruée vers l'or. Un village qui ressemble à un bidonville fait de briques et de broc, où chaque objet a été acheminé à dos d'homme par le sentier que nous avons suivi. Même ces poissons séchés viennent d'un lac à 300 km d'ici. Quand nous arrivons sur la place principale, le village est en ébullition. Tous les mineurs ont été convoqués à une réunion publique. L'homme qui harangue la foule est l'équivalent du sous-préfet. Comme nous, il a fait 12 heures de marche pour arriver jusqu'ici et rappeler une consigne à tous les mineurs. Alors, le grand point, la mesure du président est valable jusqu'à nouvel ordre. Que ce soit clair, pas d'exploitation ni de commercialisation des minerais. Sinon, c'est la prison. En clair, l'État congolais interdit toute extraction de minerais au Kivu. Une décision brutale qui fait suite à une prise de conscience à l'autre bout de la planète. C'était il y a 6 mois. C'est un endroit où les femmes préfèrent dormir dans la forêt de peur que les violeurs ne reviennent. La représentante des Nations Unies a recueilli au Kivu des témoignages très éprouvants. Ils m'ont attrapé par le bras. Ils m'ont retiré mon bébé. Ils étaient 8 à me violer. Je leur criais « Arrêtez, arrêtez, je meurs !» Comme cette habitante, des dizaines de milliers de femmes ont été violées au Kivu. Toutes victimes des hommes en armes qui font régner la terreur pour s'emparer des précieux minerais. Ils violent et ils pillent. Tous les mineurs sont rackettés. Pour les rebelles comme pour les militaires, les minerais, c'est le trésor de guerre. Un scandale qui émeut la communauté internationale. Les médias parlent désormais de sang dans nos portables. Alors, face à ce scandale, l'été dernier, les États-Unis prennent une mesure. Le président Obama signe une loi. Elle interdit aux entreprises américaines l'usage des minerais vendus par les groupes armés du Kivu. Sous la pression, le président du Congo n'a plus le choix. Joseph Kabila doit prendre une décision radicale. En septembre dernier, il se rend à la tribune des Nations Unies. Les groupes armés qui se nourrissent de l'exploitation illégale des matières premières. Ce jour-là, il s'engage officiellement à mettre fin au commerce des minerais de la honte. Des mesures appropriées pour faire face à cette situation inacceptable. Mais sur le terrain, cette interdiction n'est pas du tout la bienvenue. Car les minerais sont la seule source de revenus pour les villageois de Bissier. Et au moment de notre arrivée, cela fait déjà plusieurs semaines que les mineurs ne peuvent plus creuser. C'est difficile depuis que les mines ont été fermées, la vie ici? C'est très dur. C'est la misère, on s'en sort plus. Pourquoi la vie est dure? Mais on n'a plus de travail. On n'a plus rien pour vivre. Les mines, c'est le seul boulot dans le coin. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Officiellement, plus personne ne creuse à cause des militaires. Mais quand on s'éloigne, en poussant l'enquête, nous apprenons que certains s'aventurent quand même dans les mines, malgré l'interdiction.
Un sujet qui reste très sensible ici. Même si on sait qu'il y a des creuseurs clandestins, On n'entend rien, on voit rien. On n'entend rien, on voit rien. Tout le monde s'occupe de ses affaires. Pour éviter les représailles du gouvernement et de l'armée. Oui. La représaille pourrait être terrible. Torture, fouet, parfois on peut vous priver à manger. Ça, c'est comme ça qu'on traite les gens qui bravent les mesures. Oui. Nous arrivons à prendre contact avec des mineurs clandestins. Ils nous donnent un rendez-vous secret sur la zone des mines. Pour les retrouver, nous devons escalader une pente très raide, celle que grimpent les porteurs de minerais. On va jusqu'où? Ici, là-bas. C'est là où il y a les creuseurs? Oui. Voici les mines à flanc de colline. Le versant est troué comme un gruyère par les entrées de tunnels. Tous les sites ici, ce sont des tunnels. Tous ces trous-là? Oui, tous ces trous-là. C'est pour aller creuser et foncer là-dedans. Il y en a des centaines? Oui, il y a des centaines, même des centaines, des 300 et plus. C'est devant l'un de ces tunnels que nous rencontrons les mineurs clandestins. Pour leur sécurité, ils resteront anonymes. Ça fait longtemps que vous êtes à l'intérieur, là? Oui, on est arrivé de nuit. Oui, ça fait longtemps. Combien de temps? On travaille depuis 6 h du matin. On peut aller voir? Si vous êtes prêts, on peut y aller. Tout ici a été creusé à la main. Des boyaux très étroits, où un homme ne tient pas debout. L'air manque, on respire à peine. La chaleur y est plus intense encore que dehors. Il fait 40 degrés, l'humidité est suffocante. Tu peux lui demander d'attendre? Oui. Il y a des galeries qui descendent à plus de 300 mètres de profondeur. Alors faites gaffe ici, parce que c'est dangereux, ça peut s'écrouler. C'est pour ça qu'on met des rondins, pour que ça tienne le coup. L'étayage est précaire, les éboulements fréquents. Des dizaines d'hommes ont perdu la vie dans ces galeries. Cette pierre sombre, c'est de la cassitérite, le nom du minerai brut qui donnera un métal, l'étain. Ça, c'est de la cassitérite. Ça vaut au moins 3 $ le kilo. Combien de kilos vous creusez chaque jour? À 100, 150, ça dépend. Mais au moins 100 kilos. Avec 100 kilos ce jour-là, il y en a pour 300 $ de pierre dans ces sacs. 1 an de salaire ailleurs dans le pays. Mais toute cette somme n'ira pas dans sa poche. Car d'ordinaire, il se fait racketter dès la sortie de la mine. Dès qu'on remonte, il faut qu'on paye un bakshish aux militaires qui sont là-haut. Combien? À chaque fois qu'on fait 10 kilos, on doit leur filer 1 kilo de minerai. Et après, il va y avoir une barrière, puis encore plein d'autres après. Et à chaque fois, il y aura encore des bakshish à payer aux militaires, à chaque barrière. Au total, la somme reversée peut s'élever jusqu'à 30% de sa recette. Mais en ce moment, même en payant, il n'est pas sûr de pouvoir compter sur les militaires corrompus. Avec l'interdiction en cours, certains pourraient tout de même l'empêcher de creuser. Alors il doit rester le plus discret possible lorsqu'il va dans la mine. Pour échapper aux militaires, on prend un chemin secret dans la forêt. Et vous n'avez pas peur d'être pris par les militaires, là? Bah oui, on a peur. C'est pour ça qu'on vient souvent la nuit, pour ne pas être repéré. Comme ça, la nuit, on est plus tranquille pour creuser. Ce jour-là, il y avait 3 mineurs dans ce tunnel. Combien d'autres creusent comme eux en cachette au Kivu? Difficile de le savoir. Mais une chose est sûre, l'extraction et le commerce continuent, malgré l'interdiction officielle. Et une fois sortis des frontières du Congo, l'étain de nos portables suit toujours le même trajet. Il traverse l'Afrique par camion pour être chargé dans les ports de l'océan Indien. De là, le minerai part pour les fonderies, principalement en Asie. L'étain du Congo est alors mélangé à de l'étain d'autres origines.
toute trace de sa provenance est perdue. Enfin, les lingots de métal seront livrés aux usines de composants électroniques. Une longue chaîne qui rend la traçabilité du métal très compliquée. C'est le revers de la mondialisation. Résultat, les grandes marques de portables tentent aujourd'hui de faire pression sur leurs fournisseurs pour supprimer les minerais du Congo de leurs téléphones. Mais aucune ne peut le garantir à 100%. Steve Jobs lui-même, le créateur de l'iPhone, le reconnaît. Nous demandons à nos fournisseurs de certifier par écrit qu'ils n'utilisent pas de minerais de conflit. Mais honnêtement, il n'y a aucun moyen d'en être sûr. À chaque nouveau portable acheté, il faut donc toujours plus de matières premières qui risquent de financer des guerres ou d'épuiser la planète. Alors comment nous, consommateurs, pouvons-nous sortir de ce cycle infernal? Quelle solution avons-nous pour changer de téléphone sans nuire à l'environnement? Pour le savoir, il faut commencer par retourner en boutique. Depuis 1 an, on peut choisir son téléphone en se penchant sur des étiquettes. Une nouvelle mention indique la performance environnementale. Les téléphones sont notés de 1 à 5. Un affichage plutôt mystérieux que nous voulons comprendre. Nous retournons chez notre expert en impact écologique. Ce qu'il regarde en premier, c'est la façon dont notre téléphone a été produit. Car c'est lors de cette étape qu'il pollue le plus. En moyenne, 70% des impacts environnementaux d'un téléphone mobile sont liés à sa fabrication. À chaque stade de sa vie, notre téléphone va ainsi être noté sur plusieurs critères. Il y a ceux qu'on connaît bien comme le taux de CO2. Ce modèle, par exemple, a rejeté 16 kg de gaz à effet de serre. Ça veut dire qu'en termes de climat, il y a 16 kg de gaz carbonique qui ont été rejetés dans l'atmosphère pour fabriquer ce produit. Absolument. Pour vous donner un ordre de grandeur, un téléphone mobile qui ne fait que téléphone mobile, donc un téléphone simple, va avoir une empreinte carbone entre 6 et 10 kg de CO2. Un smartphone, on va monter aux alentours de 50 kg de CO2. Ah oui. Donc la moyenne, on est aux alentours de 23-25 kg de CO2. Donc celui-là a plutôt un impact écologique modeste. Exactement. Impact sur le climat, quantité d'eau utilisée, tout compte dans la note du téléphone. Il y a même un critère plus surprenant, les ressources. Ces matières qui s'épuisent à cause de notre surconsommation, comme l'étain que nous avons vu en Afrique. L'étain, c'est une ressource naturelle qui n'est pas renouvelable. Un minerai. Un minerai. On estime qu'il y a à peu près 6 millions de tonnes d'étain disponibles dans les stocks. Et dans ces 6 millions de tonnes, on prélève à peu près chaque année 300 000 tonnes par an. Ce qui fait qu'il y a à peu près 20 ans de ressources d'étain disponibles. Et dans 20 ans, il n'y en aura plus? Dans 20 ans, au rythme de consommation actuel et dans l'état des connaissances des stocks actuels, il n'y en aura plus. Et pourtant, on pourrait facilement éviter d'épuiser la planète. Voici ce qui pourrait devenir les nouveaux gisements de minerais. Ces téléphones sont de vieux modèles et ils contiennent des matières premières que l'on pourrait récupérer. Généralement, nos anciens portables restent au fond de nos tiroirs et pourtant, certains sont prêts à nous les racheter. Nous retrouvons Marine et Raphaël. Leur nouveau téléphone en poche, il leur reste maintenant un cas sérieux à régler. Que faire des anciens ? Du coup, tu l'as rééteint, Sophie? Oui. Voici les modèles dont ils veulent se débarrasser. Ils viennent s'ajouter à une collection de plus vieux téléphones qui traînent dans les tiroirs. En France, 2 portables sur 3 finissent ainsi leur vie au placard. Un gâchis pour la planète, mais aussi pour le portefeuille, car il y a mieux à faire. Il suffit d'un tout petit tour sur le net pour s'en convaincre. Ok, recyclage, téléphone. Pourquoi recyclage? Il y a pas mal de sites. Ils sont une dizaine sur ce créneau. Des sites qui vous proposent de l'argent en échange de votre vieux mobile. 50 €. C'est pas terrible. Et chez eux... Des sites qui font même de la surenchère entre eux. 68 €. Donc il y a même 18 € de différence. Les prix varient en fonction du modèle, de l'âge et de l'état. Et à ce jeu-là, c'est l'ancien téléphone de Marine qui est gagnant. Comme neuf, 82 €. Ah, c'est quand même plus intéressant. Ça vaut le coup là où vous attendiez à de tels prix? Pour le mien, oui, je dirais que ça vaut le coup. De 80 € alors que je l'ai payé
39. 29, ouais. 29, ouais. Avec Alors, les offres, forfaits, etc. Donc, limite, tu gagnes de l'argent dessus. Leurs vieux portables rachetés plus cher qu'ils ne leur ont coûté. Raphaël et Marine n'en reviennent pas. Ils n'ont pas idée de la deuxième vie qui les attend. Quelque part, dans la banlieue de Lille. C'est ici que chaque matin arrivent des centaines de téléphones portables envoyés des 4 coins de France et d'Europe. Nous sommes chez Phoneback, l'un des plus gros récupérateurs du secteur. La société à qui Raphaël et Marine ont envoyé leurs anciens appareils. Toute la journée, Sébastien contrôle ses vieux téléphones. Et c'est l'ordinateur qui décide ce qu'il faut en faire. Je regarde la marque, le modèle, la plaque d'immatriculation du téléphone. Et là, il me dit RET. Donc celui-là, il est encore, celui-là, il va prendre une deuxième vie. Au niveau esthétique, il est correct. Il est encore au goût du jour. Voilà, il est encore au goût du jour. 9 téléphones sur 10 qui arrivent ici seront revendus sur le marché de l'occasion, en France ou à l'étranger. Parmi les grossistes qui viennent se fournir régulièrement, Charles, un Camerounais. Et ceux qu'il cherche, ce ne sont pas forcément les modèles les plus sophistiqués. Alors, j'en ai besoin également. Ce modèle-ci, je l'achète à chaque fois que je peux venir ici. C'est l'un des téléphones les plus vendus au monde. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Ce qu'il a de particulier, c'est sa robustesse. Il tombe, on le ramasse et on le remonte et il fonctionne impeccablement par rapport aux autres. Voilà. Ce jour-là, Charles va acheter 300 téléphones qui vont repartir en Afrique et resservir. Ce sont autant d'appareils neufs en moins à fabriquer en exploitant des matières premières. Mais tous ne connaîtront pas le même sort. Celui-ci, par exemple, sera recyclé. Alors celui-là, il a moins une bonne quinzaine d'années. Ça vaut plus rien, ça. Ouais, là, il n'y a pas d'appareil photo, on voit ça encore les grosses batteries. Et pourtant, il marche peut-être encore. Et peut-être qu'il fonctionne encore. Mais plus personne n'en veut. Mais plus personne n'en veut. Ça n'intéresse plus personne. Celui-là, il va être broyé. Tous ces déchets vont donc repartir en usine pour être recyclés. Un processus très complexe qui va permettre de séparer les différents métaux et de récupérer au final les matières précieuses que nos portables contiennent. De l'or, de l'argent, du platine, de l'étain ou du palladium. Presque tout ce que contient un téléphone est recyclable. Si chacun d'entre nous ramenait ses vieux mobiles pour les recycler, on pourrait récupérer ainsi 240 000 tonnes de matières premières au lieu d'aller les chercher dans le sous-sol de notre planète. Nous voici arrivés au terme de notre voyage. Une enquête qui nous a permis de découvrir les effets de notre hyperconsommation. Des effets dont nous n'imaginions pas l'ampleur. Chacun d'entre nous consomme 4 fois plus qu'il y a 60 ans et achète des produits toujours plus jetables. Un mode de vie qui met notre avenir au défi, celui de trouver des solutions dès aujourd'hui. Et nous avons tous le pouvoir d'agir. On peut acheter des vêtements plus respectueux de l'environnement. La plupart des grandes marques ont lancé de nouvelles lignes écolo, lin, ortie, mais surtout coton bio. Elles prévoient de multiplier leurs ventes par 3 d'ici 5 ans. Les industriels du plastique, eux, ont décidé de fabriquer 10% de leurs produits en matière végétale d'ici 2015. Actuellement, chez nous, moins d'un téléphone sur 10 est recyclé, mais d'ici 5 ans, on estime que cela concernera un tiers de nos appareils. Le recyclage de nos déchets plastiques ne cesse d'évoluer. Une dizaine d'usines capables de changer nos vieux sacs et emballages en carburant sont déjà en projet en Europe. Achetez mieux et de façon plus responsable. Gardez plus longtemps nos produits et recyclez davantage. Un mode de vie qui s'impose aujourd'hui, car au rythme où nous puisons dans nos ressources naturelles, il nous faudra 2 planètes d'ici 20 ans pour assouvir notre soif de consommation. Or, nous n'avons qu'une Terre.